Bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde. Et aujourd'hui, nous allons aborder le rôle de l'Égypte en accueillant les réfugiés soudanais, et ce rôle a été salué par une responsable de la HCR. Mais avant de commencer notre édition d'aujourd'hui, du lundi 22 mai 2023, nous allons voir ensemble un commentaire toujours concernant notre sujet. Alors, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a salué les efforts de l'Égypte pour accueillir les déplacés du Soudan. L'Égypte est devenue la principale destination des personnes fuyant le conflit qui a éclaté au Soudan le 15 avril dernier, avec 42 300 arrivés à ce jour et possiblement 300 000 réfugiés au cours des 10 prochains mois. Un commentaire signé Dalia Karam. Moussa, au responsable du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a salué les efforts des autorités égyptiennes pour accueillir les déplacés soudanais, affirmant que ce n'est pas étrange ni nouveau pour l'Égypte. Elle a indiqué qu'en plus des efforts des agences gouvernementales officielles égyptiennes, il existe de nombreuses initiatives sociales par des citoyens ordinaires grâce à la bonne relation entre les peuples égyptiens et soudanais et la relation historique étroite. L'Égypte, pour les Soudanais, est leur deuxième pays. Elle a ajouté que le HCR attend avec beaucoup d'espoir le rôle de la Ligue des États arabes pour motiver ses membres à élaborer davantage de lois et de moyens concernant la protection des femmes déplacées, des enfants et des personnes déplacées en général, afin qu'elles bénéficient de tous les systèmes possibles pour les protéger de la violence en général et de la violence sexuelle en particulier. Elle a noté que la HCR tente d'apporter un soutien technique aux pays de la Ligue arabe dans les dossiers qui sont au cœur de la compétence du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En tant qu'organisation chargée des affaires de la protection et de l'assistance aux réfugiés, soulignant en même temps que de grands efforts sont déployés à cet égard par la Ligue et ses membres. Elle a exprimé son espoir de partenariat plus stratégique avec les États membres de la Ligue des États arabes afin qu'on puisse être en mesure de protéger le plus grand nombre de réfugiés, y compris les femmes, les enfants et les filles, en particulier dans les zones du conflit. Elle a souligné qu'en même temps, on a commencé la mise en œuvre de la stratégie développée par la Ligue arabe à cet égard. L'Égypte est devenue la principale destination des personnes fuyant le conflit qui a éclaté au Soudan le 15 avril, avec 42 300 arrivés à ce jour et possiblement 300 000 réfugiés au cours des 6 prochains mois. Retournons et toujours en ce qui concerne notre sujet, alors la responsable de la coordination avec les gouvernements au sein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Hajar Moussa, a salué les efforts des autorités égyptiennes pour accueillir les déplacés soudanais qui fuyaient la situation au Soudan, soulignant que cette démarche de la part de l'Égypte n'est pas étrange. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur la situation des Soudanais qui se trouvent en Égypte et les réfugiés qui fuient le Soudan. Bonjour, Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Tout d'abord, comment voyez-vous la situation des réfugiés qui sont arrivés en Égypte du Soudan récemment après la guerre? C'est malheureux qu'il y a tellement de gens qui doivent se déplacer à cause de raisons qui n'ont rien à faire avec l'instabilité, etc. Mais sur le plan des décisions de nos frères et sœurs du Soudan, en Égypte, on ne les appelle pas réfugiés. On est toujours ici pour eux. On les reçoit avec joie et on leur offre, pas un refuge, mais on leur offre un second domicile. Ils sont là chez eux et à propos, l'Égypte n'a jamais refusé des déplacés et des réfugiés. Elle les a toujours traités, surtout les réfugiés en provenance des pays arabes, comme des comme frères et sœurs égyptiens, en paix et en sécurité, et on leur offre tout ce qui est offert aux citoyens égyptiens. Donc, oui, c'est une situation un peu triste,
On espère que ça ne se répète pas, mais en principe, nous sommes là pour leur donner tout ce qu'il leur faut pour mener une vie saine, une vie honorable durant leur séjour dans leur pays, second pays. La haute responsable de la HCR a déclaré que la Commission attend avec beaucoup d'espoir le rôle de la Ligue arabe pour instiguer États membres à adopter davantage de lois et de moyens concernant la protection des femmes, en particulier les femmes déplacées, les enfants et les personnes déplacées en général. Que pensez-vous? Oui, j'ai lu des discussions à ce propos. Certainement, protéger les enfants et les femmes, surtout, contre toutes sortes d'abus, etc., c'est une chose excellente. Mais je veux répéter qu'en Égypte, je ne pense pas que les femmes et les enfants sont sujets à ce genre de choses. Mais en principe, c'est excellent de prendre des mesures fermes pour justement conserver la dignité des femmes et des enfants contre toutes sortes d'assauts, etc., qui peuvent se présenter dans des pays, peut-être pas en Égypte, mais en général, c'est un pas important et ça va dans le contexte de droits de l'homme et dans le contexte des Nations Unies en général. Mais je veux répéter qu'en Égypte, ils sont des Égyptiens et je ne pense jamais qu'ils seront des sujets à n'importe quel abus de quelle sorte. Le président Abdel Fattah el-Sisi et plusieurs chefs d'État et des rois ont participé il y a quelques jours à la 32e session de la Ligue arabe qui était tenue à Jeddah. Un des sujets importants qui a été abordé était la situation du Soudan, pays frère. Alors, comment voyez-vous les résolutions qui ont été tirées de la 32e session de la Ligue arabe concernant le Soudan? Le Soudan, il vit dans une situation vraiment, vraiment triste et terrible. L'armée d'un côté et les milices de l'autre sont en désaccord et c'est le peuple qui souffre. Il y a presque une guerre malheureuse qui prend lieu et apparemment les différents cycles ne sont jamais pris en rigueur, mais en principe, c'est une situation terrible. Et la dernière réunion des sommets des chefs d'État arabes, ils ont donné des résolutions que absolument la paix et la sécurité doivent régner, toutes les factions doivent s'entendre de façon à ce que le Soudan reste un pays uni, un pays pacifique et sécurisé. Et j'espère bien que ces efforts se réalisent sur terre et que nous voyons le Soudan comme il était il y a quelques semaines. Et c'est un pays important pour tout le monde, non seulement l'Égypte, certainement c'est un pays de voisinage de premier ordre pour nous, mais la sécurité de n'importe quel pays arabe est important pour tous les pays arabes, surtout le Soudan. Espérons bien que les résolutions vont se mettre en ordre de façon à ce que ça s'établisse sur terre et tout le monde jouit de la paix et de la sécurité. Oui. Docteur Raouf Gaafar, l'Égypte a donné, on peut dire, un modèle exemplaire à suivre dans l'accueil des réfugiés, comme vous l'avez mentionné au début de cette édition, en ce qui concerne toutes les nationalités. Alors, les frères soudanais ont été chaleureusement accueillis en Égypte. Est-ce que vous voyez que cet accueil et la présence d'un nombre de milliers qui se trouvent actuellement en Égypte, est-ce que cet acte pourrait gérer cet afflux sans exercer plus de pression sur les ressources du pays?
Est-ce que cet accueil aura des effets sur les Égyptiens qui se trouvent ici, les citoyens? Oui et non. C'est-à-dire que certainement, quand on reçoit soudainement 1 million ou presque complètement inattendu, dû à des circonstances comme ce qui arrive au Soudan, ça change un peu les choses. Mais l'Égypte hôte près de 10 millions de réfugiés en provenance du Soudan, en provenance de Syrie, d'autres pays, je ne peux pas mentionner. Mais nous avons une communauté soudanaise qui réside ici, et la plupart d'eux sont des réfugiés en provenance de leur pays dans les dernières années, qui atteint presque 5 millions. Donc, ils sont les bienvenus, même si le peuple égyptien va souffrir un tout petit peu, mais pour justement ôter nos frères et sœurs au Soudan, on peut supporter et on peut, pour leur justement, présenter une vie bonne et décente, certainement. Docteur Raouf Gaafar, également l'Égypte qui a accueilli le Soudan avait offert plusieurs opportunités aux Soudanais qui se trouvent en Égypte. Comment voyez-vous l'attitude également des organisations non gouvernementales ou de l'ONU, des grandes organisations qui pourraient aider l'Égypte à bien accueillir le Soudan ou les autres citoyens qui sont venus du Soudan ou bien même des autres pays arabes comme cette organisation et les autres organisations, on peut dire occidentaux. Les organisations occidentales ont aidé les pays qui ont reçu les citoyens, par exemple, ukrainiens. Est-ce que vous voyez que ces organisations ou l'ONU, elle a un rôle à jouer envers les pays arabes? Je dois dire que nous avons remarqué... Je m'excuse, est-ce que vous pourriez hausser un peu votre voix? Je dis que nous avons vu, et ça arrive toujours avec une situation pareille, les organisations non gouvernementales ont présenté beaucoup d'offres, beaucoup d'aides. Ils ont donné des nourritures, ils ont donné des aides médicales, etc., etc. Et ça arrive toujours. Ils jouent un rôle très important. Donc, et on n'attend pas à ce que les agences internationales et les Nations Unies bougent. Nous commençons, et puis si jamais ils veulent donner un coup de main, ils sont les bienvenus. Sinon, nous pouvons faire des choses. Donc, oui, ils bougent un peu lentement. Nous n'avons pas remarqué un mouvement d'aide humanitaire pour ces citoyens déplacés des organisations internationales. Mais nous avons vu sur Terre comment les organisations non gouvernementales égyptiennes ont été là-bas avec tout ce qu'il leur faut comme situation temporaire jusqu'à ce qu'ils bougent dans des endroits où ils peuvent mener une bonne vie. C'est ça. Quels sont les genres d'activités volontaires auxquelles les jeunes pourraient participer pour alléger la souffrance de nos frères soudanais? Non, je n'ai pas entendu. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Les jeunes égyptiens, oui. Quel est le rôle ou bien quel est le genre d'activité volontaire auquel les jeunes égyptiens pourraient participer pour alléger la souffrance des frères soudanais? Bon, ils participent justement dans le transport de tous les aides qui sont offertes. Ils ont créé des groupes pour aider les âgés en provenance du Soudan pour essayer de faciliter les choses pour eux. Ils travaillent volontairement pour justement aider les agences et gouvernementales et non gouvernementales pour offrir tout ce qu'il faut pour les déplacer.
nous sommes habitués que la jeunesse égyptienne soit toujours là et pour offrir tout ce qu'ils peuvent pour leurs confrères qui viennent de n'importe où. Donc ça c'est une chose typiquement égyptienne. Nous sommes généreux et nous, comme je viens de dire, nous essayons d'offrir tous les conforts pour que ces déplacés ne se sentent pas. On n'a pas de camp, par exemple, pour les placer, tentes, etc., mais ils sont toujours placés dans des logements propres, dans des logements respectables. Et ce sont les jeunes gens qui font toutes les choses logistiques à propos de cela. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Raouf Ghafar, analyste politique, pour ces explications. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout de suite après cette très petite pause. La marche de l'opposition de ce samedi 20 mai à Kinshasa, capitale de la RDC, République démocratique du Congo, a été réprimée par la police nationale congolaise qui a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants sur plusieurs tronçons, notamment au croisement des avenues Kianza et Université dans la commune de Ngaba. En réaction, Moïse Katumbi, l'un des 4 opposants qui ont conduit la marche sur cette artère, a déploré l'usage de la force contre les manifestants pacifiques. Dalia Karam nous donne plus de détails. Les autorités congolaises n'ont pas laissé les opposants marcher ce samedi 20 mai à Kinshasa, alors que la manifestation a été autorisée par l'hôtel de ville. Dès la matinée, plusieurs militaires et policiers ont inondé les artères choisies par les opposants pour leur manifestation. C'est notamment l'avenue Kianza qui traverse les communes de Limba et Negeba, où était prévu le rassemblement des manifestants. Mais les forces de l'ordre et de sécurité sont entrées en danse. Coups de feu, gaz lacrymogène, interpellations, coups infligés aux militants. Les leaders de l'opposition qui sont arrivés sur le lieu ont déploré une violence extrême. C'est triste, ils sont en train de tirer avec des gaz lacrymogènes au début, c'était avec des balles réelles et tout ça, c'est Monsieur Tshisekedi accuse Moïse Katumbi qui séjourne à Kinshasa depuis 3 semaines. Des discussions tendues ont eu lieu entre les leaders de l'opposition et les forces de sécurité qui empêchent la tenue de la marche, parfois avec des violences verbales. Un policier a par exemple menacé publiquement de tirer sur Délice Sanga s'il franchissait une ligne. Plusieurs dizaines de personnes sont interpellées, dont le secrétaire général du parti en vol de Sisanga. Des centaines de policiers lourdement équipés de matériel, dont des blindés et des camions à eau chaude, ont été mis en contribution, appuyés par une unité de l'armée. La situation est restée tendue jusqu'à 13 heures dans les communes de Limba et Negaba. Des policiers et des personnes civiles armées ont pourchassé les manifestants dans les coins et recoins des quartiers et avenues. Tout cela sous les tirs, les coups de feu ont retenti même après le départ des leaders de l'opposition qui ont été contraints de regagner le domicile. Ils ont été escortés par la force via le rond-point Negaba. Parallèlement, une autre marche a été organisée par les jeunes du parti au pouvoir. Cette autre manifestation a aussi été autorisée par le gouverneur de Kinshasa.
Sur l'avenue de l'université, une colonne des partisans au pouvoir a été aperçue. Les manifestants étaient munis notamment de bâtons et d'autres armes blanches. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Et avant de vous quitter, je vous propose un commentaire de Shamsenemi sur le Maroc. Eh bien, une exposition qui s'est tenue la semaine dernière à Rabat, la capitale du Maroc, sur l'importance de la broderie. Voyons ensemble. Au revoir. Les représentants de missions diplomatiques de 26 pays ont participé à l'exposition organisée à Rabat, la capitale du Maroc, et qui a célébré la tradition de la broderie. Cette exposition présentait des dessins de broderie complexes et des motifs colorés de ces pays. L'exposition, organisée par le ministère de la Solidarité, de l'Intégration sociale et de la Famille, a examiné l'importance de la broderie dans la société marocaine. La broderie est depuis longtemps une pierre angulaire de la culture de notre pays, les femmes fabriquant et vendant traditionnellement ces pièces à domicile pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est ce qu'a déclaré le ministre marocain de la Solidarité et de l'Intégration sociale. Au Maroc, chaque région de chaque ville possède son propre style de broderie. Il existe des différences subtiles que l'on peut observer lorsqu'on compare une broderie juive à une broderie de Fès ou des émours. Ces variations concernant principalement la plate de couleur utilisée expliquent l'une des brodeuses de Fès. La broderie marocaine est influencée par les origines ottomanes, andalouses et berbères marocaines ou bien amazighes. Des ateliers de broderie ont été organisés parallèlement à l'exposition pour permettre aux jeunes de s'initier à cet art traditionnel.